Monique, I just wanted to say hi. I'll Hi, be, Kate. how are you? I'm well, thanks. How are you? I'm fine, thank you. And thank you so much for doing this. I'm gonna be in the background supporting Roshane with the questions and stuff like that. Okay, talk to you later. Okay. Yeah, bye-bye. Bye-bye. Okay, so hi everyone. We will be starting shortly in about a Bonjour à minute. tous, nous allons débuter dans quelques minutes. Nous allons attendre un peu pour laisser le temps aux autres de se joindre à nous. Okay, so it's 7 o'clock and we can all begin. OK, alors il est 19 heures, on va débuter. Bienvenue à tous. Merci à d'être ici à notre série de GOTY Events, des événements GOTY pour naviguer avec la condition de la MII. Mon nom est Roshane, je suis la gestionnaire des bourses de recherche de la communication et des évaluations chez Chronicolites Canada. Je serai votre animatrice ce soir. Avant de débuter, j'aimerais vous parler de quelques détails techniques. Nous allons offrir l'audio et les diapos en anglais et en français. Pour avoir accès à l'anglais ou au français, cliquez sur le globe en bas de votre écran et choisissez la langue que vous préférez. Si vous désirez voir les diapos en anglais ou en français, s'il vous plaît, cliquez en haut sur les options de vision, les options de visionnement. Vous pouvez cliquer sur l'onglet que vous préférez. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez écrire vos problèmes dans la boîte de questions et réponses. J'aimerais reconnaître l'historique riche de l'héritage des peuples autochtones du Canada. Nous sommes sur une plateforme virtuelle, mais nous reconnaissons l'importance du territoire que nous appelons notre chez-soi. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires non cédés des Inuits, des Métis et des Premières Nations qui appellent cette terre leur chez-soi. Nous respectons les territoires traditionnels des communautés autochtones et nous contribuons à la promotion de la réconciliation. J'aimerais également vous dire un avis de non-responsabilité. Cette représentation de Chronicolites Canada est destinée à des fins éducatives seulement. Sa nature générale ne permet pas de l'appliquer à des situations médicales précises. Les ressources en ligne ne remplacent pas le jugement et les soins personnalisés d'un professionnel de la santé qualifié. Chronicolites Canada n'endosse aucun produit ou service externe mentionné pendant le webinaire. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, j'aimerais partager notre promesse chez Chronicolites Canada. Nous sommes dévoués à découvrir des remèdes contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse avec la recherche, l'éducation, la mobilisation et la défense des droits. Notre travail cherche à aider à améliorer la vie de toutes les personnes touchées par ces maladies chroniques. J'aimerais aussi parler de quelques efforts continus chez ICC. Donc, nous avons des sondages pour ceux qui sont touchés par les MII. C'est un sondage qui capture les expériences de notre communauté et par la suite, nous utiliserons cette information pour développer les programmes les plus importants. Vous pouvez scanner le code QR ou nous envoyer un courriel pour avoir plus d'informations à ce sujet. Next. If you know someone with IBD, Si vous connaissez quelqu'un qui vit avec les MII, vous pouvez vous joindre à Crohn et Colite Connect, qui est une plateforme en ligne dévouée à ceux qui sont touchés par les MII. Vous pouvez vous joindre en scannant le code QR ou vous pouvez cliquer sur le lien qui est partagé ici, qui est chronecoliteconnect.ca.
Je voulais partager de l'information sur des séances qui s'en viennent pour notre communauté. Donc, nous avons des événements de soutien entre pairs que nous aurons le 5 novembre et le 2 décembre. Et pour notre communauté francophone, il y a un événement qui aura lieu le 18 novembre 2025. Vous pouvez avoir accès à cette information en allant voir notre site Web ou en scannant le code QR que vous voyez à l'écran. Avant de débuter, je vais vous lancer un sondage. Ce sondage est pour pouvoir évaluer votre niveau de connaissance avant et après le webinaire. Alors, prenez environ 30 secondes pour répondre aux questions que vous voyez à l'écran. Donc, comment est-ce que vous évaluez votre niveau de connaissance actuel sur le soutien et la planification des mesures d'adaptation en milieu de travail pour les personnes atteintes de MII? Alors, je vous donne quelques secondes pour répondre à cette question. Okay, I'm going to end the poll. And then I will share the results with everyone here. As you can see, for this question, it seems that about Alors, je vais partager les 25% of résultats. Donc, il semblerait qu'environ 25 des individus ont une note de 1 à 5 et nous allons avoir un sondage à la fin de la présentation pour voir si vous avez un différent niveau de connaissance. Maintenant, nous allons passer à la portion principale de notre webinaire qui est de comprendre comment naviguer avec les accommodements en milieu de travail lorsqu'on vit avec des MII. Le webinaire d'aujourd'hui sera dirigé par notre docteur Monique. Docteur Monique est la directrice scientifique et la scientifique principale chez les santé de l'Université de Toronto. Elle est experte en facteurs psychosociaux tels que le stress, l'adaptation et la gestion des difficultés, des choses qui affectent les personnes vivant avec des conditions chroniques. Ses recherches portent sur l'impact des maladies chroniques sur les adultes actifs. Elle dirige des recherches sur le soutien, l'adaptation et la communication sur le lieu de travail pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou invalidantes. Alors, nous aimerions remercier le docteur Monique pour être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici cet après-midi avec vous. Merci de vous joindre à nous. Premièrement, j'aimerais vous parler de la recherche que nous avons faite pour soutenir les personnes qui travaillent avec des personnes atteintes de MII dans les milieux de travail. Et nous avons mis l'accent sur quelques outils que nous avons développés. Alors, en tant qu'aperçu de la présentation, j'aimerais mettre la table. Je vais parler du contexte, le handicap au Canada, les chiffres que nous avons de Statistique Canada et qu'est-ce que ça veut dire dans les milieux de travail. Après, nous passerons à la divulgation d'un handicap. Pourquoi est-ce que c'est difficile de décider de divulguer? Comment est-ce que les travailleurs prennent leurs décisions et comment on peut les aider dans la prise de décision? Finalement, j'aimerais parler de planification des accommodements. Nous allons parler des outils de planification d'accommodement pour répondre aux exigences liées au travail. Je vais aussi vous donner les messages clés tout de suite. Ils sont que plusieurs travailleurs ne partagent pas leurs besoins au travail. La décision de divulguer ou de faire des demandes de soutien sont souvent complexes et sont anxiogènes pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Plusieurs d'entre vous êtes familiers avec cela. La plupart des travailleurs, des représentations d'organisations et les professionnels de la santé ne savent souvent pas quel sujet aborder lors des discussions sur le lieu de travail et quel type de soutien et d'aménagement pourrait être utile. Alors, comme je l'ai mentionné, ce soir, je vais parler de deux outils. Le premier, c'est l'outil ADSI. Donc, ça aide les travailleurs à déterminer s'ils doivent ou non partager certains renseignements personnels au travail. L'autre outil, c'est l'outil de planification d'accommodement pour répondre aux exigences liées au travail.
ce qui aide à identifier les différentes exigences professionnelles qui posent des difficultés et fournit des idées de soutien et d'aménagement. Il y a différentes versions de l'ADCIIE. Je vous en parlerai un peu plus plus tard. Donc, c'est moi qui donne la présentation ce soir, mais je fais partie d'un très grand groupe qui ont conduit la recherche et qui ont développé les outils. Donc, nous nous appelons ACE. Donc, c'est d'accommoder et communiquer par rapport aux handicaps épisodiques. Donc, nous avons une large équipe. Nous avons des physiothérapeutes, des psychologues cliniques, des ergonomistes, des spécialistes de la communication, des spécialistes de la santé. Donc, une gamme complète de personnes ont fait partie de cette étude. Nous avons également un comité consultatif d'experts qui ont différents types d'expériences et différents types d'emplois. Ils nous ont également aidés à développer les outils. Il y a un bon nombre de différents groupes qui ont participé à la réalisation de cette recherche qui a pris plusieurs années. Vous verrez sur la diapo que Crohn et Colites Canada fut un partenaire dès le départ. Donc, nous sommes très reconnaissants pour tout le travail qu'ils ont fait pour soutenir le développement de cet outil. Ils ont contribué en donnant des idées et ils nous ont aidés avec d'autres organismes caritatifs pour les personnes qui sont atteintes de maladies débilitantes. Nous allons également parler du financement qui est offert principalement par deux des principales agences de bourse du Canada. Nous avons le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et le second est l'Institut de recherche en santé du Canada. Nous avons également reçu des fonds non restreints de Canada Life, Canada Vie, de Mars et de Emploi et Développement social Canada. Maintenant, parlons du handicap au Canada. Qu'est-ce que les chiffres nous disent de Statistique Canada? Nous avons environ 8 millions de Canadiens qui déclarent vivre avec un handicap. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'environ 61 d'entre eux souffrent de limitations ou d'invalidité épisodique ou dynamique. En d'autres mots, les personnes ne vivent pas toujours avec des limitations, mais il y a des périodes de temps où ils ont des poussées ou des épisodes aggravants, et c'est souvent ce que nous entendons de la part des personnes atteintes de MII. Dans 25 des cas, les personnes vont rapporter qu'ils ont des limitations qui deviennent pires avec le temps. Nous avons un certain nombre de Canadiens qui vont dire que leur handicap est fluctuant. Ils peuvent changer au courant d'une période donnée. Il y a quelques personnes qui vont dire que leur handicap est récurrent. Il y a des personnes qui peuvent avoir une condition bien gérée pendant des mois, pendant même des années. Ils n'ont pas beaucoup de limitations dans leurs limitations, mais tout d'un coup, une fois de temps en temps, il va y avoir des poussées ou des épisodes plus sévères. L'handicap épisodique pour plusieurs individus est un handicap qui est non prévisible et invisible. Encore une fois, ceci s'agence bien avec la réalité des MII. Donc, la personne fait tout ce qu'elle doit faire pour gérer sa condition, mais elle peut quand même avoir des poussées inattendues. Et la plupart des gens ne sont pas conscients que cette personne vit avec cette condition, à moins qu'on ne lui dise ou à moins que ce ne soit divulgué. Donc, sur la diapo, au bas, j'ai mis un bon nombre d'exemples de santé mentale et de santé physique. Il y a plusieurs autres exemples aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en milieu de travail? Donc, la nature changeante, imprévisible et invisible de nombreux handicaps crée des difficultés dans les domaines suivants. Donc, dans deux domaines, ces deux domaines, on en entend parler le plus souvent. Donc, le premier, c'est la communication, de divulguer ou non, d'essayer de protéger sa vie privée. Le deuxième point est le soutien ou l'aménagement pour maintenir la productivité.
Alors, si on veut dresser un portrait simple, bien que ce soit complexe, souvent nous entendons dire des gens qui vivent avec des conditions comme les MII disent qu'ils ont un problème où ils ont besoin d'aide. Et les deux problématiques, c'est qu'ils disent, est-ce que je dois en parler et que puis-je faire? Alors, c'est là qu'on a mis l'accent sur, avec nos efforts. Nous avons créé deux outils, l'outil d'aide à la décision et l'outil de planification d'accommodement. Donc, vous verrez des liens sur cette diapo. Vous avez un site web où figurent ces outils. Je vais montrer ces mêmes liens tout au long de la présentation. Vous n'êtes pas obligé de les écrire tout de suite. Et j'aimerais vous dire qu'ils sont gratuits et vous pouvez aller les voir quand vous désirez. Je vais vous en parler un peu plus. Donc, avant de parler du premier outil, la décision, je voulais vous parler un peu de divulgation d'un handicap, d'une condition ou des répercussions de cette condition et qu'est-ce qu'on en sait et pourquoi est-ce que ces décisions sont souvent difficiles. Dans la recherche, on apprend que dans l'ensemble, 25 à 49 des gens qui sont sondés, et ça c'est au Canada parce que différents pays ont différentes lois, donc c'est important d'avoir des données canadiennes. Donc, entre un quart jusqu'à la moitié des personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux déclarent ne pas partager d'informations du tout sur leurs limitations au travail avec leurs supérieurs hiérarchiques. Les gens sont plus enclins à partager cette information avec un collègue ou avec des personnes dans les ressources humaines. Il y a beaucoup de raisons pour cela. Donc, dans la recherche que nous avons faite avec plus de 900 individus ou environ 900 individus, 437 ont dit qu'ils n'avaient pas divulgué. Et ils avaient plusieurs raisons de ne pas divulguer. Il est important de noter que l'une des raisons les plus communes, c'est que les gens peuvent s'en sortir au travail sans que les autres le sachent. Ils ne ressentent pas le besoin de partager qu'ils ont une condition spécifique. Et j'aimerais vous dire que toutes les études dont je vais parler ce soir incluaient des individus atteints de MII. Une autre raison de ne pas divulguer, c'est que les gens n'ont pas le droit de savoir. Ensuite, la moitié des gens disent on ne peut rien y faire, donc ça ne sert à rien d'en discuter, mais au contraire, il y a des mécanismes de soutien. Aussi, ils ont des inquiétudes quant à la perte d'opportunités de promotion. Ils ne se sentent pas en sécurité dans leur travail. Ils ont peur de perdre leur emploi ou ils ont eu des expériences négatives dans le passé. Donc, voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas divulguer. Mais pour être transparente, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Les gens qui ont partagé ou ont divulgué l'information nous ont dit que les résultats étaient positifs, qu'ils ont été en mesure d'obtenir plus de soutien, une meilleure compréhension, mais des fois, il y avait des conséquences négatives, qu'ils devaient faire leurs preuves. Les gens les observaient ou ils peuvent vivre une stigmatisation, des commérages, une perte de réputation. Donc, il y a des gens qui ont décidé de ne rien dire. Ça peut être positif, ça peut mener à moins de stress, moins de préoccupations quant à l'opinion des autres, mais lorsqu'on ne divulgue pas, ils ont une absence de soutien et ils n'ont pas le soutien dont ils ont besoin pour leur travail et parfois, les perceptions sont erronées quant aux raisons des difficultés rencontrées au travail. Donc, à chaque fois que la condition implique de la fatigue, de la douleur ou des conditions de santé mentale, certaines personnes ont des signes que quelque chose ne va pas bien avec eux. Donc, quand les autres ne savent pas la raison de ces signes, ils vont tout de suite sauter à la conclusion que ce sont des personnes qui n'ont pas assez de compétences, qu'ils ne sont pas sociables ou qui sont bougons. Donc, il y a de fausses perceptions par rapport à ce qui se passe. C'est une conséquence. Prochaine diapo.
Alors, quand on regarde ces décisions en général, il y a un bon nombre de raisons pourquoi les gens ont de la difficulté à prendre cette décision. Je vais vous parler brièvement de trois raisons. Donc, premièrement, il y a la mécanique de la divulgation. Donc, on se dit, est-ce que je devrais dire quelque chose? Avec qui est-ce que je devrais partager l'info? Quand est-ce que je devrais en parler? Comment? Est-ce que je le fais face à face ou par courriel? Il y a plusieurs éléments à prendre en considération et ça peut poser un défi. Et souvent, ce n'est pas une décision faite en une seule fois, car évidemment, le niveau de santé de la personne peut changer, l'emploi peut changer, les collègues peuvent changer. Il y a plusieurs changements qui font en sorte que les gens doivent reconsidérer leurs décisions. J'ai déjà mentionné que les gens ne sont pas certains du résultat de la divulgation, donc ils ont peur de perdre leur réputation, de manquer des opportunités de promotion ou qu'il y aura du commérage dans leur dos. Et nous voyons que ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des résultats positifs. Et finalement, si vous êtes dans une période où vous avez une poussée ou un épisode, c'est important de savoir quel type d'information je dois prioriser. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut comprendre comment les gens prennent leurs décisions pour mieux les comprendre? Donc, les éléments à prendre en considération. C'est ça qu'on a utilisé pour créer notre outil de décision. Donc, j'aimerais partager quelque chose qu'on a découvert dans nos études. Lorsqu'on regarde les décisions, ce que nous avons trouvé, c'est que souvent, les personnes ressentent du stress ou de l'incertitude parce que un peu d'information les encourage à faire quelque chose, de dire quelque chose et d'autres informations vont leur dire de ne pas rien dire. Donc, ils sont tirés dans les deux directions. Souvent, les gens vont utiliser différents types d'informations pour prendre leurs décisions. Ils vont penser aux répercussions sur leur santé et leurs besoins de soutien au travail. Ils vont regarder s'il y a eu des changements dans leurs conditions de santé, dans leur emploi. Il y a aussi des conditions de sécurité pour les autres à prendre en compte. Des fois, il y a des médicaments qui peuvent causer de la somnolence. Ça peut être un danger. Ils veulent aussi des fois protéger leurs finances, conserver leur emploi, garder le statu quo. Les gens vont avoir différentes préférences aussi. Des fois, ils ont une obligation de partager. Ils sont contents de partager, mais d'autres mettent beaucoup de valeur sur leur vie privée et veulent garder ça privé. Il y en a qui ont eu des expériences positives ou négatives par le passé. Et finalement, ils doivent penser à l'information dans le milieu de travail. Donc, la disponibilité du soutien, par exemple, des avantages sociaux, des congés de maladie payés, des aménagements actuels et passés, et la perception du lieu de travail et de sa culture. Des fois, ils sont inquiets à savoir si la culture favorisera un soutien. Donc, nous avons fait une étude récente avec près de 600 travailleurs et nous avons regardé cette information. Dans cet échantillon particulier, encore une fois, il incluait des personnes atteintes de MII. Il y avait la moitié des gens qui disaient qu'ils ont déclaré un impact considérable au travail et avaient des besoins de soutien. Souvent, ils ont dit que le partage était utile et les besoins en matière d'accommodement et d'information pouvaient être accommodés. Et 70 des personnes disposaient de soutien. Donc ça poussait les gens à vouloir divulguer leurs conditions. Mais en même temps, les objectifs qui étaient les plus importants pour les gens incluaient souvent de protéger leur sécurité financière et leur réputation. Un tiers des gens ont dit qu'ils étaient prêts à partager, mais 37 étaient réticents et 20 étaient indécis quant au partage. 58 des gens ont déclaré qu'ils avaient une culture assez positive dans leur milieu de travail, mais 16 étaient indécis, ambivalents. Ils voyaient des aspects négatifs dans le milieu de travail et 20 des gens ont déclaré que la culture n'était pas propice au partage. Je ne pense pas que je devrais dire quoi que ce soit.
Et bien sûr, toute cette information décourage les gens à partager. Donc, lorsqu'on regarde le mécanisme décisionnel des gens, ce que nous avons trouvé, c'est que plusieurs personnes vivaient avec de l'incertitude. Ils ne savaient vraiment pas quoi faire. Ils ne savaient même pas comment débuter le processus décisionnel. Et souvent, les personnes priorisaient leurs préoccupations et leurs inquiétudes plutôt que leurs besoins. Ils ne voulaient rien faire parce qu'ils avaient peur de ce qui allait se passer s'ils divulguaient l'info. Donc, alors, c'est pour ça qu'on est arrivé avec la création d'un outil qui ne vous dira pas quoi faire, mais qui aidera les gens à décision. Et le site web complet est disponible en anglais et en français. Je vais vous parler du second outil. Ce que nous voulions faire, c'était d'adopter un cadre de prévention et de soutien, donc aider les gens à être plus proactifs et moins axés sur les crises, car quand les gens sont incertains, ils attendent jusqu'au point où ils sont forcés à dire quelque chose. Donc, nous voulions que cet outil soit personnalisé, interactif, accessible et bien sûr basé sur les preuves probantes. Donc, il y a plusieurs choses auxquelles on doit penser, les pros, les avantages, les désavantages. Nous voulions que l'outil soit pertinent pour différents types d'handicaps, différents emplois et bien sûr différentes préférences. Nous avons besoin de rétroaction parce que nous pouvons avoir beaucoup d'informations sur ce qu'on doit prendre en considération, mais des fois, ça ne nous aide pas à prendre notre décision. Nous voulions également améliorer le processus de décision en matière de divulgation et protéger la vie privée. Donc, si vous allez sur le site Web avec l'outil, vous sélectionnez la version anglaise ou française de l'outil de décision. Vous lisez l'introduction, ça vous parle de comment l'outil fonctionne, comment il peut vous aider. Et ensuite, il vous pose des questions sur les 5 domaines que j'ai mentionnés plus tôt. Vous allez répondre à des questions par rapport à vos besoins, vos objectifs, vos préférences, qu'est-ce qui est disponible ou pas dans votre milieu de travail et qu'est-ce que vous pensez que quelle est votre culture de travail? Donc, c'est des questions très simples, des réponses oui, non, ou je ne le sais pas, ou bien je suis d'accord ou pas d'accord avec l'énoncé. Donc, vous répondez aux questions dans les 5 domaines et après chaque domaine, l'outil vous met dans une catégorie. Donc, par exemple, si vous répondiez aux questions sur votre culture de travail, basé sur vos réponses, le programme va vous classer dans une catégorie. Par exemple, que votre milieu de travail amène du soutien ou il n'a pas de soutien. Alors, ça vous donne une cote. Et de là, vous avez un résumé. Donc, voici le résumé de votre situation par rapport aux réponses que nous avons obtenues. Et ça vous donne des éléments auxquels réfléchir. Donc, l'outil essaie de distiller l'information pour vous pour que ce soit plus digestible. Et on vous parle des prochaines étapes et les avantages et désavantages potentiels. Donc, notre comité, avec expérience vécue, nous ont dit que c'était utile. Ils ont dit que souvent, ils avaient attendu trop longtemps et ils pensaient trop à leurs décisions. Alors, avoir un petit soutien comme ça les aidait. C'était très utile. Alors, c'est ce que l'outil fait. Alors, ce que vous obtenez, c'est 5 résumés différents. Vous allez avoir un résumé différent pour chaque section de l'outil, chaque domaine, et vous pouvez sauvegarder ces résumés sous format PDF. Nous ne conservons aucune information, c'est vraiment pour vous.
On vous donne des pistes de solutions par rapport aux prochaines étapes. Et nous avons l'outil d'accommodement. Donc, ceci nous ramène à l'information que j'ai parlé plus tôt. Donc, comment divulguer? Donc, une fois que vous avez complété l'outil, peut-être que vous allez dire, je ne suis pas prêt à dire quoi que ce soit. Vous allez penser à qu'est-ce que vous pouviez faire par vous-même pour obtenir le soutien dont vous avez besoin. Si vous pensez que peut-être vous devriez divulguer votre situation, on vous donnera de l'information sur laquelle réfléchir, à savoir si vous voulez divulguer face à face ou par courriel. On vous parlera des avantages et des désavantages. Qui est la personne à qui faire la divulgation et qu'est-ce que vous auriez besoin de dire? Donc, on vous donne de l'information pour vous aider à passer à la prochaine étape. Alors voilà, ça c'était pour l'outil décisionnel. Bien sûr, ça me fera plaisir de répondre aux questions par la suite, mais maintenant, je vais passer à la planification des accommodements. Donc, avant de vous parler de la ADCIIE, j'aimerais vous parler de la recherche qui sous-tend cet outil. Donc, j'ai différents types de recherches dont j'aimerais vous parler brièvement. Donc, la première recherche que nous avons faite, c'est avec des gens en milieu de travail qui offrent du soutien. Donc, on a fait de la recherche qualitative. Il y a des recherches qui existent avec des professionnels des RH, des gestionnaires de handicap, des représentants de syndicats, des avocats, des superviseurs. Donc, nous avons fait des recherches pour discuter avec eux et leur demander quels étaient les défis qu'ils rencontraient lorsqu'ils voulaient offrir du soutien aux personnes vivant avec différentes conditions. Donc, toutes ces recherches sont disponibles. Ça me fera plaisir de partager les liens avec vous. Ils sont ouverts au public si vous désirez en lire davantage. Donc, dans les milieux de travail, il y avait 7 thèmes qui sont ressortis, mais je vais en parler de 3 seulement. L'un d'entre eux provient des professionnels du milieu de travail. Donc, c'était la culture d'entreprise en matière de soutien. Souvent, on entend que les gens ont un modèle social, un modèle médical dans le milieu de travail. Donc, ça veut dire que le superviseur aimerait avoir une note de leur docteur pour vérifier si c'est vrai. Des fois, ils veulent aussi obtenir de l'information de la part des professionnels de la santé pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Mais les gens disaient que souvent, ça ne fonctionne pas bien pour eux. C'est souvent une étape qui est entreprise, mais ça crée des délais dans le processus. Ce n'est pas tout le monde qui a accès aux soins spécialisés ou ce n'est pas toujours super facile d'avoir les notes de docteur. On s'en enlève la confiance parce que ça prend tellement de temps, puis parce que des fois, on explique qu'on ne fait pas confiance aux travailleurs. Donc, les gens parlaient de milieu de travail. On parle de vouloir adopter plus ce que je dois appeler un modèle social de handicap où on commence vraiment à se concentrer sur le travail et le fait que plusieurs d'entre nous auront besoin, la plupart auront besoin d'accommodement pour des soutiens à certains points dans la vie. Et comment pouvons-nous rendre cet environnement accessible? Et un deuxième thème qui est venu des lieux de travail, c'était que beaucoup de gens avaient des problèmes avec d'autres gens dans le processus. Donc, on peut avoir un bon nombre de personnes qui sont impliquées dans les processus de soutien. Il peut y avoir des préoccupations sur d'autres compétences, formation, les motivations, leur réplication. Ce n'est pas la personne avec la condition, c'est les autres personnes qui essaient de fournir du soutien. Donc, ce que ça voulait dire, et on va donner des exemples, mais les superviseurs ont été frappés ici, beaucoup. Possiblement, ils peuvent être merveilleux, mais souvent, ils n'ont pas de formation. Et donc, il y avait un manque de cohérence, de transparence. Si un superviseur changeait ou des fois un nouveau superviseur disait non, je ne fais pas ça. Donc, ils ont pris un peu. C'était des gens que les autres pensaient qu'ils avaient besoin de formation ou de l'aide. RH, des fois, était vu comme étant là pour les organisations et pas le travailleur. Les représentants d'unions, de syndicats souvent sont impliqués quand ça devient une discipline et donc très tard dans le processus, quand c'est très confrontationnel. Les professionnels de la santé, les gens souvent qui ne comprennent pas le travail. Donc, il y avait toutes ces préoccupations avec différents groupes, sentant que d'avoir des outils pour aider avec les accommodements, le plan de soutien voudrait dire qu'on pourrait commencer sur la même page.
Et finalement, un autre thème qui était très commun, c'était parce que les gens ont tendance de comprendre et d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient besoin de l'aide et pas nécessairement de dire quelque chose trop rapidement. La communication formelle souvent est déclenchée par des absences au travail. Donc, les gens peuvent se retrouver dans une situation de gestion de présence où maintenant on est assis pour des entrevues formelles avec un superviseur et RH pour expliquer ce qui se passe. Et ça veut dire que la planification est souvent en réaction, c'est pas proactif. Et les handicaps maintenant, on en parle comme un problème de performance et pas comme un soutien. Donc, c'est les problèmes qu'on voit dans les lieux de travail qu'on voit le besoin d'outils. Bon, du point de vue de les gens qui vivent avec le MII et d'autres conditions, nous avons entendu, bien sûr, comme je l'ai déjà mentionné, beaucoup sur la divulgation, que les défis pour prendre des décisions, on a entendu que les gens sont souvent pas conscients de quel genre de soutien était disponible. Il y a des ressources qui sont disponibles, il y en a qui sont bonnes, pas nécessairement. On pourrait y penser avec le MII de vérifier un site web de cancer ou un site de santé mentale qui peut avoir des bonnes suggestions. Donc, les gens luttent pour trouver la bonne information. Des fois, les gens sentent que rien ne peut être fait s'ils ne veulent pas partager l'information. Ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais les gens peuvent se sentir accablés par leur demande de travail, ne savent pas où commencer. Comment dois-je commencer une conversation? Comment exprimer mes besoins si je ne veux pas partager trop d'informations? Prochaine diapo. Donc, en conclusion, en termes de soutien, de planification, que nous avons entendu que les travailleurs cherchaient vraiment des lignes maîtresses sur si oui ou non communiquer et comment avoir du soutien s'ils ne veulent pas partager l'information et quoi partager. Les professionnels souhaitaient une approche qui est transparente, cohérente et complète, qui évalue les besoins individuels des travailleurs en matière d'emploi. Ils veulent que ça rentre dans leur processus existant, quelque chose qu'ils peuvent insérer avec ce qu'ils ont déjà. Et bien sûr, tout le monde aimerait avoir plus de soutien pratique et des idées d'accommodement. Prochaine diapo. Donc, c'est là où le travail demande un outil d'accommodement. Et encore une fois, anglais et français, les deux versions ici. On veut essayer de rendre le processus plus transparent. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et de façon semblable à l'outil de décider, on veut essayer d'encourager les gens à avoir plus adopter un cadre de prévention et de soutien, d'être plus proactif et moins axé sur la crise. Bon, même sans un épisode, on peut travailler au travers de l'outil. Réfléchir, comme j'ai dit, ça doit être intégré avec les processus de soutien existants sur le lieu de travail. Leur donner des idées pour du soutien pratique, être participant pour différents types d'emplois et conditions. Nous savons qu'on ne peut pas toujours donner à tout le monde exactement ce qu'ils ont besoin, donc on voulait avoir beaucoup d'exemples pour que les gens puissent faire un remue-ménage d'idées, discuter les uns avec les autres et améliorer le processus et de vraiment créer un outil qui est interactif et accessible et basé sur des preuves. Donc, il y a des outils, encore une fois. Il y a des sites web qui sont disponibles. Vous devez travailler au travers de tout ça. Donc, on voulait que les gens puissent simplement s'asseoir et répondre à quelques questions et leur donner de l'information. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, ce que l'outil fait, c'est que ça se concentre sur les demandes de travail qui peuvent être un défi des fois ou régulièrement. Ça ne se concentre pas sur la santé ou le diagnostic de l'handicap. Donc, au Canada, on n'est pas obligé de partager les détails de nos symptômes ou de nos diagnostics de santé avec les autres. Possiblement qu'on vous demandera de fournir une note professionnelle. Cette note aussi a simplement besoin de vérifier qu'il y a des problèmes qui peuvent impacter le travail, que vous n'êtes pas obligé de partager, que vous avez une condition particulière. Ce que l'outil fait, finalement, plutôt que de demander sur cela, ça guide la personne au travers d'une série
de questions simples sur leurs tâches au travail, les conditions de travail. Et ensuite, vous avez une liste qui est personnalisée pour vos demandes d'emploi, pour des idées à penser, pour du soutien, pour tout autre domaine que vous dites où vous avez des difficultés avec. Vous pouvez utiliser l'outil tout seul ou vous pouvez le partager avec les autres pour travailler au travers des solutions qui pourraient fonctionner pour vous dans cet emploi en particulier. Et en 2022, on avait rentré le prototype de l'outil dans un défi qui était sponsorisé par Mars et CIBC, un groupe de gain capital. Et l'outil a gagné le prix cette année-là, qui était fantastique. On a travaillé sur ça depuis. Prochaine diapo. Donc, pour passer au travers un peu comment que cet outil fonctionne, il y a 24 types d'exigences professionnelles et ces demandes tombent dans 4 différents domaines. Donc, vous aurez des questions sur l'exigence physique, le cognitif ou intellectuel, travail avec d'autres personnes et les conditions de travail. Et il y a 3 versions. Donc, une version que vous pouvez remplir, qu'une personne avec le MII. Il y a aussi une version qui est dans quelqu'un dans une organisation pour remplir s'ils sont familiers avec l'ouvrier qui peut être un superviseur, un RH, ça peut être un professionnel de la santé. Ils peuvent le faire tout seuls. S'ils savent, connaissent assez bien la personne, ils peuvent le faire avec la personne. Et ensuite, on nous a demandé aussi de créer une 3e version. Et cette version, et qui les lieux de travail voulaient avoir, on entendait des fois qu'on n'a pas de personne en particulier avec une condition que nous essayons de travailler avec. On veut simplement rendre nos emplois plus accessibles et inclusifs. Et donc, vous pouvez le remplir et penser à un emploi particulier. Prochaine diapo. Donc, pour chacun de ces 24 différentes demandes d'emploi, l'utilisateur va recevoir bon, est-ce que c'est une partie importante du travail? Bon, non, on va à la prochaine partie. Oui, si vous la remplissez pour vous-même, on vous demanderait est-ce que vous avez la difficulté liée à la santé pour cet emploi? Des fois ou la plupart du temps, et on pourrait leur demander aussi est-ce que ça change? Est-ce que vous avez tout le temps de la difficulté ou est-ce que ça varie? Pour le superviseur, la version du superviseur, ou la RH qui va remplir et on leur demanderait aussi est-ce que cet travailleur a de la difficulté, est-ce que ça change? On ne leur demande pas de l'attribuer à un problème de santé. Donc, on remplit ces questionnaires et là, ce que vous avez terminé, vous allez recevoir un rapport personnalisé et ça vous lie à la stratégie de soutien associée à la liste d'accommodement. Vous pouvez avoir un PDF de tout le matériel. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est simplement une prise d'écran. Je sais que vous ne pouvez pas la lire, mais vous pourrez voir une page comme celle-ci qui ensuite voit la version de l'outil que vous voulez, anglais ou français, travail, lieu de travail. Ensuite, on vous demande, vous recevez la page d'introduction, encore une fois, comment cet outil fonctionne, comment ça l'aide, qu'est-ce que ça ne fait pas. Bon, ce n'est pas des conseils légaux, ce n'est pas des conseils cliniques, et un peu sur l'histoire de qui l'a créé. Prochaine diapo. Et ensuite, dans ces instructions, on vous dit, parle de l'importance de cette activité pour votre emploi, si c'est important, si vous avez des difficultés, si ça change. On entend des gens qui remplissent l'outil, encore une fois, surtout si vous avez des douleurs chroniques ou la fatigue ou des gens neurodiversifiés. Les instructions simples sont utiles. Il y a la répétition ici. Les gens peuvent le remplir assez rapidement parce qu'ils savent que pour chacune des questions, on va leur demander la même chose. Prochaine diapo. Donc, je sais que c'est très bien occupé. Je ne vous attends pas de pouvoir lire tout ça. Mais c'est quelques-uns des prises d'écran et vous allez voir une des activités, c'est de faire des activités qui requièrent l'endurance physique ou une résistance. Donc, on vous demande si c'est important pour votre emploi. Si vous n'êtes pas sûr c'est quoi pour cet emploi, il y a beaucoup d'exemples que vous pouvez voir pour dire « Ah, oui, ça fait partie de mon travail » ou non. Vous pouvez écrire d'autres demandes de travail si vous sentez que ce n'est pas tout là. Et vous pouvez sauvegarder un ébauché et y revenir si vous êtes interrompu. Vous pouvez le sauvegarder pendant 72 heures. Comme j'ai dit, on ne sauvegarde rien. On veut s'assurer que c'est privé. Donc, le système est effacé après 72 heures. Prochaine diapo.
Encore une fois, deux différentes prises d'écran. Un utilisateur fictif ici, on voit au bas à gauche, a dit 16 de 24. Donc, cet utilisateur en particulier a dit que des 24 demandes, 16 d'entre elles sont pertinentes ou importantes pour leur travail. Et à la droite, vous voyez des bulles colorées, une en haut qui dit 8 sur 16. Donc, cet utilisateur a dit de ces 16 différentes demandes d'emploi, j'ai de la difficulté avec au moins la moitié du temps avec 8 d'entre elles, mais souvent ça change. 7 des 16 sont changeantes, ils ne sont pas toujours le même. Et les autres bulles sont en fait des différentes demandes. Prochaine diapo. Bon, c'est pas à quoi ça ressemble lorsque vous êtes sur le site web, mais à la toute gauche, vous avez l'endurance physique ou résistance. Donc, si quelqu'un aurait dit ça, c'était un de ces 8 domaines où ils avaient de la difficulté, on leur donnerait des stratégies, des idées de soutien à réfléchir. Et il y a des choses que vous pourriez essayer vous-même. Encore une fois, vous n'êtes pas vraiment prêt à partager encore. Vous pouvez essayer certaines choses toute seule. Tous les documents ont des stratégies. Il y a des choses possiblement que vous pourriez essayer au travail. Possiblement ou non, vous aurez besoin de permission pour ça. Et il y en a d'autres accommodements plus formels que vous pourriez avoir des idées pour. La prochaine diapo. Pour chacune d'elles, il y a des exemples concrets. Donc, on ne peut pas nécessairement donner des exemples ou des stratégies qui vont fonctionner pour tout le monde, mais on essaie de donner beaucoup d'exemples pour que vous puissiez faire un remue-ménage et utiliser ces idées plus particulièrement pour vous-même. Maintenant, l'activité à la droite a changé. Elle est concentrée pour des longues périodes. Maintenant, vous avez différentes idées. Vous pourriez avoir différentes choses que vous pourriez faire toute seule, des ajustements au travail et des accommodements formels que vous pouvez demander aussi avec des exemples pour chacune d'elles. Vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup déjà. Et donc, si vous savez que ça ne sera pas possible dans votre lieu de travail, vous pouvez en fait cliquer sur les différentes stratégies qui sont plus susceptibles d'être utiles pour vous et de créer une liste personnalisée. La prochaine diapo. Et à la fin, semblable à l'autre outil, vous pouvez sauvegarder des parties, sauvegarder les stratégies ou toutes les idées ou la liste personnalisée. Vous pouvez tout sauvegarder. On ne sauve rien, on ne garde rien sur le site web, mais vous pouvez avoir un PDF. La prochaine diapo. Quand utiliser l'outil? Donc, on recommande que vous puissiez l'utiliser très tôt, au début du processus d'aide pour les personnes handicapées pour faciliter l'évaluation. On entend par les organisations que c'est très utile que les gens l'utilisent au début du processus. C'est sur une base régulière pour évaluer l'évolution des besoins ou de l'aide. On a beaucoup de bons commentaires des lieux de travail, des travailleurs. Ça concentre la conversation sur l'emploi et pas sur les caractéristiques personnalisées. Donc, c'est moins de jugement. Ça identifie des domaines de travail qui, des fois, sont omis dans d'autres outils, comme interpersonnel et les conditions de travail. Et ça donne beaucoup d'idées concrètes qui ont vraiment aidé les gens. La prochaine diapo. Donc, je voulais simplement terminer ce soir rapidement avec une petite évaluation sur l'outil. La prochaine diapo. Donc, en créant l'outil, on a fait beaucoup de vérification des besoins. On a regardé ce qui était disponible en termes d'autres ressources. On a regardé la preuve pour différentes stratégies. On a fait ce qu'on appelle une évaluation formative où on regarde, les gens essaient l'outil et vont le tester pour sa compréhension et la longueur et la facilité de compréhension. On a fait des évaluations préliminaires des résultats et l'efficacité, de qualité perçue de l'outil, l'utilisation, l'adoption. Je vais parler un peu de ça dans la prochaine diapo. Donc, je vais vous donner quelques citations de quelques-uns des évaluations que nous avons faites. Désolé. Donc, on a entendu de quelqu'un, il semblait que ça allait aborder tous les aspects, qu'il s'agisse de l'aspect physique, des travaux fastidieux qui se répètent sans cesse, des longues heures de travail ou des déplacements. Donc, vous avez tout couvert. Ça, c'était
un boulanger qui avait une condition de peau cutanée et il disait, pratiquement tout ce que j'ai vu dans mon travail, et c'est pratiquement tout ce que je fais dans mon travail, un chauffeur travailleur de camion qui travaille avec le Crohn, et l'autre qui dit, j'arrive et simplement, et je souffre d'une maladie mentale, et mon patron m'a dit, qu'est-ce que tu as besoin? Je crois que l'outil pourrait m'aider à comprendre ces trois aspects du travail, qu'est-ce qui est difficile pour moi. Donc, pensons à qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Et ça, c'est un travailleur, un fonctionnaire souffrant de dépression, SSPT. Donc, c'est ce qu'on entend souvent des gens dans l'étude, et pouvez vous imaginer que je les ai choisis parce que les conditions et le travail étaient tous très différents. La prochaine diapo. Nous avons aussi fait des évaluations longitudinales. On l'a fait pendant 9 mois. On leur donnait un sondage à remplir sur leur santé dans le lieu de travail. Avant d'avoir vu l'outil, on a trouvé de l'information là et on leur a donné l'outil. On est revenu 3 mois plus tard pour demander est-ce qu'ils l'avaient utilisé ou non. Est-ce que c'était utile et pourquoi pas? Et 6 mois après, et 9 mois à partir du début de l'étude, on est retourné encore. Il y avait 188 personnes, incluant les gens avec MII. Les commentaires étaient très positifs ici encore au travers des différents handicaps, le genre, âge, le genre. Bon, les gens trouvaient que l'outil était très utile dans différentes situations. Les gens qui l'utilisaient plus de 9 mois. On a vu des changements durables en matière de confiance, l'auto-efficacité. Les gens se sentaient mieux, pouvoir régler leurs problèmes au travail. Et il rapportait qu'ils pouvaient, les satisfactions des exigences professionnelles, la gestion de stress. On a vu la réduction de problèmes de productivité au travers de l'absentéisme. Et la plupart des changements étaient très significatifs. Ce n'était pas la chance. Et la plupart avaient eu des résultats modérés à grands. Donc, vous pouvez avoir un changement qui n'est pas la chance, mais petit. Vous pouvez aussi, quelqu'un que vous voyez, vous pouvez avoir un changement qui est plus notable, un plus grand changement. Donc, la plupart des changements qu'on a vus étaient des changements plus larges, plus grands. Quelque chose qu'on pouvait voir. Prochaine diapo. Donc, quelques citations aussi pour terminer. Quelqu'un a dit, cela m'a donné la confiance de voir tout ce qu'on peut faire, accomplir soi-même, surtout lorsque j'hésite à demander de l'aide par la RH. Un autre, j'ai utilisé la liste de stratégies, les plans d'accommodement, ainsi que le résumé des exigences du poste pour m'aider à demander un plan d'accommodement pour le lieu de travail. Ces outils m'ont été indispensables pour expliquer l'impact de mon handicap sur mon travail et m'ont permis de réfléchir à des solutions possibles. Sans l'outil, je n'aurais pas eu la confiance nécessaire pour mener à bien ce processus intimidant et me défendre dans mes intérêts de manière aussi efficace. Intimidant, c'est leur mot, c'est des commentaires écrits. Et la dernière diapo maintenant. Simplement pour terminer, j'espère que vous allez essayer les outils. Sentez-vous libre de nous laisser savoir ce que vous pensez. Ils sont disponibles gratuitement. Il n'y a pas d'informations que nous allons vous demander sur vous-même pour avoir accès. Vous pouvez encore sauvegarder vos réponses. On ne les sauvegarde pas. L'outil a été là depuis 2 ans et demi et le site a été là 1 an. Et à la fin de l'été, nous avons regardé le site Web. Nous avons à peu près 36 000 visites sur le site que nous savons que certains lieux de travail utilisent cet outil régulièrement et y retournent. Donc, l'utilisation de l'outil sont plus grands et des fois, on a des visiteurs d'une très grande des pays qu'on voit. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, je vais arrêter là et souhaiter la bienvenue à vos commentaires, vos questions. Et vous pouvez voir le site Web et sentez-vous libre de m'envoyer un courriel ou si vous avez des questions que vous aimeriez me poser. Parfait, merci beaucoup. Merci, Monique. C'était très utile. Merci d'avoir pris le temps de partager ton expertise pour aider les individus avec le MII et de penser à comment ils pouvaient approcher et à demander des accommodements dans le lieu de travail. Maintenant qu'on a entendu le tout, je vais lancer le sondage. Maintenant, on devrait voir ça sur l'écran.
Voilà, lancé le sondage. Donc, je vais donner à tout le monde à peu près 30 secondes pour lire. Après le webinaire, comment évaluerez-vous votre niveau de connaissance actuel sur le soutien et la planification des mesures d'adoption en milieu de travail pour des personnes atteintes de MII de 1 à 10? Okay, another few more seconds. Un autre quelques secondes. Okay, I'm going to end the poll. Je vais mettre fin au sondage. On va partager les résultats. Bon, Monique, je suis sûr que tu vas être excitée de voir. Je suis ravi, oui, ravi. Merci beaucoup. Je réalise que tu es un petit peu stressé là, pour les résultats. Mais c'est très beau de voir que la distribution a changé plus vers 6 à 10. Lorsqu'on a commencé, on était 1 à 2 et 3, 3 à 4. Donc, ça, c'est fantastique. Je vais les partager rapidement. Vous pouvez voir la distribution. Elle est maintenant un peu plus vers le chiffre plus haut. Donc, merci beaucoup. Et ce n'est pas une décision facile, donc je sais. Je sais que ça ne rend pas tout très facile, mais je suis heureuse que les gens sentent où ils savent aller et pour trouver plus d'informations. Donc, c'est un bon départ. Exactement. Donc, maintenant, on avance à la portion de questions-réponses du webinaire. Voici essentiellement des questions qui ont été envoyées durant l'inscription. Et je les ai déjà partagées avec Monique et on va les reviser ensemble. Je voulais fournir une divulgation qu'on ne peut pas répondre aux questions sur des particularités individuelles. C'est plus des réponses générales. OK. Bon, la première question est, quand un employé devrait-il divulguer son diagnostic de MII à son employeur? Bon, la réponse rapide, ça pourrait être jamais, parce que, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de divulguer un diagnostic si vous n'êtes pas confortable de le faire. Bon, la santé personnelle est protégée et donc, si vous avez besoin d'un accommodement, du soutien, possiblement que vous pourriez divulguer que vous avez des difficultés. Vous pourriez divulguer à des conditions relatives à des besoins de santé. Ça affecte certains domaines de votre travail. Donc, vous voulez parler de soutien. Donc, si vous n'êtes pas confortable, et des fois, je sais que les gens avec des MI le sont, et toute autre sorte de conditions, vous n'avez pas nécessairement à divulguer la condition. Maintenant, cela étant dit, des fois, les gens sentent que c'est utile pour les gens de savoir ou ils veulent éduquer leurs co-ouvriers de vivre avec une condition. Donc, le choix de quand n'est pas une question facile. On entend, par exemple, des fois, les gens vont dire, regarde, je vis avec MII, comme exemple. Ce n'affecte pas mon travail. Ma condition est bien gérée, mais ça veut dire que quelquefois, je vais avoir un épisode et ça ressemblerait à ça. Je veux que vous le sachiez. Bon, ça dépend beaucoup. On entend les gens que surtout côté des relations avec les gens et le niveau de confiance. Une autre chose rapide, plus sur le qui. Et ça, des fois, on entend de plus en plus des fournisseurs de soutien que malgré que des gens peuvent avoir des grandes relations avec les superviseurs, les gérants et que vous voudriez partager l'information avec eux, si vous avez besoin de soutien formel et d'accommodement, probablement vous voudriez avoir impliqué la RH. Encore une fois, les superviseurs peuvent changer ou l'emploi peut changer. Et souvent, vous allez vous déménager et vous voulez que ce plan vous suive aussi pour que vous n'ayez pas à réétablir le tout s'il y a un changement. Donc, ça serait ma réponse. Merci. Ça dépend du contexte, bien sûr. La prochaine question. Quelles mesures d'adaptation sont offertes au travail pour les personnes atteintes d'une MI? Donc, ça peut varier beaucoup d'emploi en emploi, mais en général, à cause des lieux de travail, ne pense pas nécessairement à différentes conditions. On ne séparera pas le MII de l'anxiété ou de
ou de différents troubles, lupus, ils vont fournir des soutiens, des accommodements simplement. Et ce qu'ils veulent savoir finalement, c'est quel est l'aspect du travail qui est un problème. Donc, il peut avoir une large gamme, éventail, dépendant du travail que vous faites. On voit des grandes différences souvent si un emploi en est une où les gens doivent être présents en personne, ou un emploi dépend de la sécurité, sensible à la sécurité, ou c'est un travail de bureau traditionnel. Si un travail, vous devez être là en personne, souvent, c'est des travails publics ou dans des secteurs où vous n'aurez pas une aussi grande gamme d'accommodements si c'est sensible surtout sur la sécurité. Donc, s'il y a un risque pour vous ou d'autres au travail, des médicaments ou d'autres choses, possiblement on va dire qu'on ne peut pas changer le travail, on ne peut rien y faire. Et si vous avez d'autres sortes de travail, possiblement, vous pourriez en faire plus. Bon, ça peut être travailler de la maison en tout temps, ou vous pouvez avoir plus de temps avec des pauses dans la journée. Si vous en avez besoin, on peut localiser la station de travail dans un différent lieu, à plus près d'une toilette où il y a du privé. On peut réduire le voyagement avec le travail, qu'on n'ait pas à gérer ça. Donc, il peut y avoir différents accommodements possibles, mais ça va dépendre de l'emploi en question. Une chose que je peux noter, pardon, Roshan, avant d'avancer à la prochaine, pour garder en tête, vous pouvez suggérer un accommodement à un employeur. Vous pourriez dire pour des raisons de santé. Par exemple, ça serait beaucoup plus facile si je pouvais faire mon travail de la maison. Et vous pouvez certainement le suggérer, mais un employeur n'est pas obligé de te donner l'accommodement nécessairement que tu demandes. Ils peuvent dire, bon, on préférait que tu viennes au bureau et on peut vous mettre près d'une toilette, on peut vous donner plus de pauses, des choses comme ça, mais on ne peut pas vous donner du travail à la maison. Il y a le devoir d'adaptation que les employeurs ont. Ils doivent essayer de fournir du soutien, mais n'ont pas nécessairement à vous donner le soutien que vous auriez demandé ou que le travail que vous auriez aimé. Et si c'est trop, ils pourraient réclamer. Maintenant, on est au point maintenant où on ne peut pas, c'est pas viable pour nous de le faire. Dans la plupart des milieux de travail, avec les années de mon investissement dans ce domaine, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de changements dans les milieux de travail. Des fois, les employeurs vont se forcer pour vraiment soutenir leurs employés. La prochaine question, comment une personne peut-elle faire valoir ses droits si son milieu de travail ne la soutient pas adéquatement? C'est une bonne question. Il y a un bon nombre de manières différentes. Plusieurs milieux de travail mettent l'accent sur le bien-être au travail et l'équilibre travail-famille. C'est très courant présentement. Il y a même des groupes de travailleurs qui sont des champions, donc des comités finalement, des comités modèles. Vous pouvez devenir un de ces champions pour éduquer les employés sur différents aspects du travail. Vous pouvez mettre l'accent sur des problématiques comme l'accommodation pour que le travail soit plus accessible. Vous pouvez impliquer d'autres catégories également. Vous pouvez parler au département des RH et aux gestionnaires des handicaps qui devraient être au courant au moins des lois. Dans ce domaine, des fois, ça peut être des plus petits milieux de travail où est-ce que vous n'avez pas nécessairement de gros départements de ressources humaines et ce genre de choses. Mais simplement d'informer les gens. Des fois, c'est simplement le dire. Peut-être que vous ne le savez pas. Je suis quelqu'un qui vit avec une condition chronique depuis plusieurs années. Ça ne m'affecte pas dans mon travail, mais je voulais simplement que vous le sachiez un peu plus qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Il y a une question dans le chat qui a rapport avec ce que vous venez de dire et je vais répondre à la question dans le chat en premier. Donc, la question, c'est comment est-ce que les employés peuvent discuter le retour au travail en bureau si le travail hybride ou à la maison leur convient mieux?
Oui, ça, c'est un sujet sur lequel nous en entendrons parler un peu plus dans la prochaine année. Plusieurs bureaux disent qu'ils veulent rapatrier les employés au bureau. Nous entendons des syndicats qu'ils vont se battre contre ça. Le défi posé ici, c'est que les milieux de travail, des fois, sont moins convaincus que ce qui est arrivé durant la COVID, qui était une nécessité, est réellement la meilleure configuration pour promouvoir la productivité, les relations de travail, etc., etc. Donc, ils vont vouloir commencer à obtenir des données sur cette nouvelle méthodologie ou cette nouvelle méthode de faire. Donc, il y a des gens qui vont dire, ça fonctionne très bien pour moi si je n'avais pas accès à ce genre de travail hybride, je n'aurais pas pu avoir cet emploi. Donc, je crois que les milieux de travail sont ouverts à la discussion. Ils sont ouverts à en entendre parler davantage, mais peut-être que vous devrez militer un peu plus en termes de ce qui est disponible. Donc, par exemple, traditionnellement, de se déplacer pour se rendre au travail, c'était votre problème. Ce n'était pas le problème du bureau. Mais les bureaux maintenant portent attention à cela, en particulier dans des grands centres urbains où est-ce que ça peut être difficile pour les gens ou si quelqu'un vit avec les MII, ils savent que c'est difficile de voyager. Donc, la façon dont les gens devraient aborder la discussion du retour au bureau, ils devraient identifier les domaines du travail qui posent un défi ou un problème et si certains de ces défis pourraient être accommodés avec un arrangement hybride ou un travail à la maison, on peut mettre les solutions de l'avant. Si vous parlez en termes des demande du travail, ça met l'accent sur le travail So plutôt I que guess the sur vous. question I will tie in from the chat is, OK, la when does the question, tool take into account timing of disclosure? So c'est quand est-ce que l'outil prend en compte le moment de divulguer? Est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'on devrait le dire durant la phase d'entrevue ou après avoir obtenu l'emploi? Je ne pense pas qu'il y ait une condition juridique ou une obligation juridique de divulguer. Et l'autre question, est-ce que c'est risqué de divulguer notre condition? Donc, ce sont de bons points. L'outil décisionnel ne se concentre pas spécifiquement sur le processus d'embauche. Et ça, c'est un domaine où je vous dirais que nous n'avons toujours pas beaucoup de preuves probantes ou de données, mais laissez-moi vous dire ce que nous avons. Si vous savez que vous aurez besoin d'accommodation dès le départ et que c'est absolument ça la situation pour vous, eh bien, de partager quelques informations reliées à ces besoins d'accommodation est une discussion qui devrait se produire plus tôt, pas trop tard. Et je vous dis ça de ce que j'ai entendu de quelques études, c'est que les ressources humaines vont dire souvent, peut-être pas durant le premier entrevue, c'est plutôt quand on arrive au point où est-ce que vous êtes réellement le candidat qui va être choisi. Et en ce moment-là, vous pouvez dire, bien, j'aimerais vous dire que je suis atteinte de MII, voici comment ça pourrait affecter mon travail. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. C'est ce qu'on entend des ressources humaines et qu'est-ce qu'ils pensent qui est correct. Vous ne devriez pas attendre d'avoir accepté l'offre d'emploi et ensuite dire, en passant, je ne peux travailler que de la maison. Donc, si vous avez besoin d'accommodation, ça devrait être énoncé à un moment donné durant la négociation avant d'obtenir le poste. Si vous êtes correct et que votre condition est bien gérée et qu'elle est bien gérée depuis un bon moment, parfois, les ressources humaines vont dire, peut-être que c'est mieux de ne pas divulguer tout de suite. Attendez que ce soit vraiment clair que vous ayez besoin d'accommodement. Mais vous ne voulez pas vous trouver dans une situation où est-ce que vous êtes nouvellement embauché et que tout d'un coup, vous demandez plein d'accommodements.
Je suis désolée de ne pas avoir une meilleure réponse, mais il n'y a pas de meilleur moment déterminé. Il peut y avoir des pires moments, mais il n'y a pas de moment particulier qui a été défini comme étant le meilleur moment. La recherche est insuffisante à ce niveau-là. Il y a certains pays, et ce n'est pas tout à fait comme ça au Canada, mais dans certains pays, la loi stipule que si vous aviez besoin d'accommodation et que vous ne l'avez pas mentionné durant le moment de l'embauche, ce sont des mesures qui peuvent être entreprises pour que vous soyez renvoyé. Donc, au Canada, nous ne sommes pas comme ça encore, mais dans certains pays, ils sont comme ça. Donc, nous avons le devoir de s'informer et le devoir d'accommoder les gens. Donc, s'ils voient que vous avez de la difficulté, ils ne peuvent pas vous dire faites bagage et quittez votre emploi. Ils doivent vous poser la question, est-ce que je peux faire quelque chose pour te soutenir? La prochaine question, c'est quelles mesures d'adaptation peuvent être mises en place dans les milieux universitaires ou d'enseignement pour les personnes atteintes de MII? J'essaie de penser sur le vif à différents aspects. Souvent, cet emploi est fait en personne. Donc, dans certains environnements de professorat où vous devez être là en présentiel, cela limite ou peut potentiellement limiter les adaptations. Il y a certains postes, par exemple, nous avons l'apprentissage en ligne, nous l'avons fait, on le fait présentement, mais du secteur éducationnel, j'entends qu'il y a plusieurs étudiants universitaires ou collégiales qui disent je paye de l'argent et j'aimerais avoir une interaction avec le professeur. Je ne veux pas faire des cours en ligne. Bien sûr, il y a des cours en ligne pour l'apprentissage à distance et ce genre de choses. Un autre point, c'est que parfois le lieu du cours peut faire en sorte que c'est plus difficile. Si vous avez des jeunes que vous éduquez, parce que vous ne pouvez pas nécessairement quitter la salle de cours et prendre une pause qui avait été non planifiée pour aller aux toilettes. Donc, il faut ajuster les horaires. Des fois, il y a des professeurs qui prennent des cours pour de l'éducation spécialisée. Euh, Comme ça, ils vont dire, je vais avoir une assistante, comme ça, je peux quitter la salle de cours. Je sais que ce n'est pas nécessairement des choses pour lesquelles le système d'éducation a de l'argent, mais nous envisageons des manières d'avoir plus de pauses pour pouvoir répondre à des besoins inattendus ou simplement planifier où ont lieu les cours pour être des façons de débuter l'adaptation. Y a-t-il de nouvelles politiques ou lois au Canada pour mieux soutenir les personnes atteintes de MII en milieu de travail? Habituellement, ce n'est pas spécifique à la condition. La loi, habituellement, a l'intention d'être appliquée à une gamme de différents types de conditions, mais je vous dirais bien que la loi comprend beaucoup mieux aujourd'hui qu'auparavant. Elle comprend mieux les conditions comme les MII car elles sont invisibles et épisodiques. À un certain moment donné, la loi ciblait beaucoup les maladies ou les handicaps permanents et souvent visibles. Mais maintenant, avec Statistique Canada, ils ont reconnu les handicaps épisodiques. Une loi est en place, un projet de loi est en jeu pour établir des programmes de soutien lorsque vous avez ce genre de conditions, mais certainement, la nature changeante d'une condition particulière est en train d'être reconnue comme étant réelle et valide par la législation. Au niveau des politiques en milieu de travail, nous voyons
qu'il y a plus d'emphase mise sur sur l'octroi d'un milieu de travail inclusif et diversifié. Donc, des fois, c'est de changer comment le travail est fait, où il est fait et écouter les gens pour leur donner plus de contrôle. Et je crois que parfois, les politiques en milieu de travail sont axées sur ce genre de solutions et est basée sur ces principes, ces valeurs. Et ils essaient d'établir des adaptations. Certains endroits ont développé ce que nous appelons des passeports. Dans ce cas-là, vous mettez en place une gamme d'adaptations ou de mesures de soutien, souvent avec l'implication des ressources humaines. Alors, si vous vous déplacez dans votre emploi, vous avez votre passeport avec vous, alors vous n'êtes pas obligé de renégocier chaque adaptation. Donc, ça, c'est relativement nouveau. Souvent, dans les milieux de travail qui ont des passeports, des départements gouvernementaux en sont un exemple, mais ils mettent beaucoup l'accent sur vous. Vous êtes la personne qui doit trouver les stratégies. Alors, c'est là que l'application ADCII travaille très bien parce que ça vous donne des idées de soutien que vous pouvez négocier avec les employeurs. Alors, voilà, ce ne sont que quelques changements, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Désolée, j'ai besoin d'une seconde. Mon écran fait des bavures. Alors, la prochaine question, comment est-ce que les écoles ou établissements d'enseignement peuvent-ils soutenir les élèves ou le personnel vivant avec une MII? Donc, elle ressemble à l'autre question, mais c'est peut-être de la perspective des étudiants ici. Oui, il y a vraiment un grand élément qui a à voir avec l'éducation ici pour les professeurs et les institutions d'éducation. En général, ne comprennent pas ces conditions. Ils ne comprennent pas quand ça pourrait survenir. Ils voient juste la personne qui quitte tout le temps à n'importe quel moment de façon impromptue. Tu quittes la salle souvent. Principalement, je crois que c'est vraiment un élément d'éducation et que Chronécolite Canada pourrait prendre ce mandat d'éduquer les établissements scolaires. Je crois qu'il y a beaucoup de collèges et d'universités, par exemple, qui créent des bureaux pour les personnes vivant avec des handicaps, pour aider à défendre les droits des étudiants. Donc, ce n'est pas aux professeurs de soutenir et d'apporter des adaptations. Vous devez aller au bureau pour négocier vos mesures de soutien et vous n'êtes pas obligé de dire à tous les différents professeurs de l'institution quels sont vos problèmes. Vous avez juste à aller au bureau pour négocier vos adaptations et le professeur en sera mis au courant. Alors, je trouve que ça, c'est une belle façon pour négocier les adaptations dans les institutions d'éducation. Mais si ce n'est pas fait, c'est quelque chose que je pousserais pour pouvoir arranger des adaptations. The next question is, how can people with IBD balance frequent medical treatments, such as infusions, with their work schedules? Yeah, and that's not an easy situation, depending on. C'est pas une situation facile. Comment que les personnes atteintes du MI peuvent réconcilier les traitements médicaux fréquents, comme les perfusions, avec leur horaire de travail. Des fois, il y a des changements plus dramatiques au travail. Est-ce que ça a besoin d'être à temps partiel? Est-ce que ça a besoin d'être temporaire, congé temporaire ou un changement ou une cédule modifiée de travail qui pourrait permettre beaucoup plus de flexibilité? Et beaucoup de tout ça dépendrait sur le lieu de travail et le type de travail. Bon, vous savez, c'est où le partage de plus d'informations pourrait être utile si vous faites confiance au lieu de travail ou si vous avez quelque chose que vous pouvez faire pour expliquer que vous avez du temps que vous avez besoin pour être éloigné du travail à cause des traitements médicaux.
et d'essayer de négocier quelque chose. Bon, j'hésite de dire, bon, OK, on va étirer la journée sur 10 heures pour faire le travail avant et après, quelques-uns des traitements. Parce que ça, à long terme, possiblement, ça ne soit pas bon pour les gens parce qu'on n'a jamais de pause. On entend des gens, j'utilise tout mon temps de vacances pour gérer mes traitements et mes journées personnelles. Donc, je n'ai jamais de vacances parce que je dois faire ça. Donc, ça peut fonctionner, mais solution à long terme, si ce n'est pas bon pour ta santé, bien, ce n'est pas bon non plus. Donc, ça peut être, comme j'ai dit, où vous avez besoin de divulguer les choses, possiblement, vous avez besoin de parler d'un différent type de cédule qui pourrait inclure du temps partiel, si c'est possible financièrement. Oui, c'est difficile, très difficile. Bon, avant de terminer, nous avons des questions qui sont arrivées durant le webinaire. Donc, on a un peu de temps, possiblement qu'on peut passer au travers. Une des questions était, est-ce que l'outil offre une façon de trouver des exemples d'accommodements par condition de santé? Donc, par exemple, on peut chercher des accommodements particuliers pour les ostomies. Malheureusement, non. L'outil est vraiment là pour se concentrer sur les demandes au travail. Et donc, si vous avez le sentiment de quel genre de demandes qui vont être affectées par les genres de traitements, vous pourriez chercher ça et chercher des accommodements. Mais non, c'était délibérément établi pour ne pas viser une condition en particulier. Mais ça pourrait être utile, c'est vrai. Une autre question qu'on a reçue, je vais essayer de dépersonnaliser ça, mais essentiellement, la personne dit leur emploi a changé, les attentes de leur rôle ont changé maintenant, et ont une pression pour ajuster à ces nouvelles attentes. Est-ce qu'ils sont protégés dans des emplois particuliers avec leurs accommodements et leurs besoins? Malheureusement, non. Si l'emploi à travailleur a changé, bon, l'employeur va dire, voici les demandes. Si tu ne peux pas le faire, je ne peux pas t'accommoder. Bon, souvent, ils vont essayer de négocier, mais c'est quelque chose qui peut être un problème pour les gens. C'est pour ça, souvent, que vous entendez les gens qui vont conseiller que vous négociez avec RH pour qu'ils puissent établir quelque chose de plus formel qui est en place, qu'on espère qu'on pourrait amener lorsque les demandes de l'emploi changent. Mais la plupart des emplois ont beaucoup plus de flexibilité que les employeurs, les superviseurs, des fois, veulent laisser admettre ou laisser savoir. Et donc, si vous avez des demandes, des exigences équivalentes sur les deux positions et vous aviez des accommodements pour l'autre emploi qui avaient les demandes semblables, je crois que vous pourriez avoir un cas solide que 80% des demandes sont semblables ici et j'aimerais et j'ai pu avoir ces accommodements. Pourquoi pas les avoir ici? J'essaierai d'y penser de cette façon. Quel genre? Quelles sont les exigences? Est-ce qu'ils sont si différentes de l'autre emploi et les autres soutiens que j'ai négociés pour cet emploi? Mais il pourrait y avoir encore une attente que vous devez rencontrer plus de gens et ça a besoin d'être face à face. Donc, il peut y avoir certains changements et les employeurs diront que c'est ça le problème. Ce n'est pas la santé qui est le problème pour eux, c'est les exigences. Bon, les questions sont terminées, mais je voulais partager un commentaire qui est rentré qui pourrait être utile. Une autre question, on nous a demandé comment gérer la cédule de travail avec des rendez-vous médicaux fréquents. Et il y en a qui disent qu'ils ont une cédule compressée, qui ont certaines journées en congé. Ils vont travailler 9 heures par jour plutôt que 8 et chaque deuxième semaine, j'ai une journée de congé. Oui, c'est un bon accommodement. Une belle opportunité de travailler ça.
une plus longue journée, mais pas des très longues journées tout le temps. Au moins avoir ce temps supplémentaire. Mais ça pourrait être dans les outils. Sinon, je vais regarder ça après. Les semaines compressées, oui, c'est commun. Donc, ça termine la portion questions-réponses. Merci, Dr. Monique, encore d'avoir partagé les outils, de rester avec nous un peu plus longtemps pour passer au travers de toutes les questions. Merci beaucoup d'être là. Ça, c'est moi maintenant. Bon, merci à tout le monde de vous être rejoints à nous. On l'apprécie énormément. On apprécie que vous avez pris le temps. Et on veut remercier nos volontaires à Chronicolite Canada. Cette session a eu des promotions avec une communauté volontaire. Donc, on a trouvé ça vraiment utile. Donc, si vous avez des questions ou exigez d'autres soutiens, envoyez-nous un courriel à learnbonesandcolitis.ca. Les enregistrements vidéo de ces webinaires seront partagés à tous ceux qui sont inscrits par un courriel électronique et sera disponible en ligne dans une semaine. Regardez en ligne, voir si vous voulez regarder le webinaire. Et on va partager la série Gutsy Learning est possible pour les gens de Pfizer, Janssen, Vida, Takeda et Merck. Et ensuite, il y aura un sondage rapide qui va apparaître en quittant ce webinaire. Tous les commentaires partagés vont nous aider à améliorer et nous aider à sélectionner nos sujets pour la prochaine année. Donc, s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour partager vos commentaires là. Et dernièrement, vous pouvez suivre Chronicolite Canada ou ses plateformes de réseaux sociaux. On a hâte de voir différentes places. Ça termine le webinaire pour ce soir et je veux vraiment vous remercier à Dr. Monique et nos interprètes de ce soir qui font vraiment du beau travail pour assurer que ce webinaire soit accessible autant que possible. Je souhaite à tout le monde ici de passer une belle soirée et passer une belle fin de semaine. Merci tout le monde. Merci encore. Bye bye.